Bonjour, mon nom est Jean-Sébastien Boucher, je suis avocat, je suis associé chez Barrett et Associés depuis 11 ans. Je suis avocat spécialisé en droit des affaires et je donne aussi des conférences à travers le Québec. Il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Nous allons parler de la convention entre actionnaires. Dès que j'ai une compagnie incorporée et que nous sommes plus de 2 actionnaires, donc 2 actionnaires et plus, nous devrions signer une convention entre actionnaires. Ce n'est pas obligatoire, mais sachez que sans convention entre actionnaires, les lendemains seront peut-être extrêmement durs, puisque lorsqu'il y a une chicane, lorsqu'il y a un décès, lorsqu'il y a une situation de fixer une valeur d'une société et que nous n'avons pas pensé à avoir une convention entre actionnaires, tout devient beaucoup plus compliqué et beaucoup plus cher et difficile et long à résoudre. Une convention entre actionnaires est un document qui sera signé entre les actionnaires, qui va régir la détention des actions et qui va traiter de plusieurs choses. Donc, dès le départ, on a la clause de préemption, le droit de préemption. Nous sommes 3 actionnaires. Le droit de préemption, c'est que si la société venait à réémettre de nouvelles actions, on est un tiers, un tiers, un tiers. Chacun des actionnaires existants aurait le droit de souscrire aussi à un tiers des actions, afin que chacun des actionnaires puisse rester au même niveau. Donc, chacun un tiers, un tiers, un tiers, et que personne soit dilué. Donc, un actionnaire qui a plus d'actions, faire en sorte que les autres actionnaires auraient moins d'actions, et on dit qu'ils seraient dilués. Donc, c'est la première des clauses qu'on voit. Ensuite, le droit de premier refus. À un moment donné, je suis actionnaire et je veux vendre mes actions. Je serai dans l'obligation d'offrir mes actions à mes co-actionnaires avant de vendre à un tiers externe. Donc, c'est une obligation. On garde toujours les actions à l'interne. Donc, les actionnaires ont toujours un droit de premier refus s'il y avait une offre d'un tiers pour acheter les actions de quelqu'un ou si vous désirez vendre vos actions, on doit toujours les offrir avant à nos co-actionnaires. Ensuite, on a les retraits obligatoires et forcés. C'est des choses extrêmement importantes. Donc, si à un moment donné, je deviens invalide, je décède, je contreviens, je cause un acte criminel et autres, à un moment donné, je suis dans l'obligation de vendre mes actions. Donc, nous allons déjà prévoir d'avance ce mécanisme-là qui va faire en sorte que l'actionnaire qui est dans cette situation-là devra vendre ses actions. Donc, lorsque je suis invalide, on pourra toujours dire plus de 3 mois, plus de 6 mois, plus d'1 an. À ce moment-là, je serai dans l'obligation de vendre mes actions à la juste valeur marchande ou à la juste valeur comptable. On peut établir l'un ou l'autre comme manière d'évaluer les actions. Ensuite, au moment, j'ai commis un crime qui a un impact négatif dans la société pour notre société, je suis dans l'obligation de vendre mes actions. Et à ce moment-là, on pourrait dire, bien, la juste valeur marchande ou la juste valeur comptable moins une pénalité de 25%, puisque je suis en train de causer du tort à la société. Ensuite, je contreviens au règlement de la compagnie, je contreviens à la convention entre actionnaires, je contreviens à des clauses d'exclusivité ou de non-concurrence, la même chose. Je serai dans l'obligation de vendre mes actions moins un pourcentage qui pourrait être 25%. Ensuite, au moment du décès, on a la double option. Au moment du décès, moi, je m'engage comme actionnaire à vendre mes actions à mon décès. Et mon co-actionnaire ou mes co-actionnaires s'engagent à acheter mes actions à mon décès. Donc, dès qu'un décès, les autres actionnaires vont racheter nos actions et nous allons vendre nos actions et l'argent pour payer les actions, ça ira à la succession. Nous voyons souvent des sociétés qui prennent beaucoup de valeur. On va prendre une assurance vie sur les actionnaires. Donc, j'assure mon co-actionnaire m'assure. Et au moment d'un rachat d'actions en cas de décès, on va se servir de l'argent de l'assurance vie pour pouvoir payer pour les actions et tout ça sera versé à la succession. Ensuite, nous parlons de la clause shotgun. La clause shotgun, c'est quoi? La clause shotgun, prenons pour acquis qu'on est 50-50, on est 2 actionnaires, on prend pour acquis que la compagnie vaut 100 000 $, mes actions valent 50 000, les vôtres valent 50 000, et là, on est dans une chicane extrême. On n'est plus capable de s'entendre. La clause shotgun permet à vous ou à moi de faire ce qui suit. Je vais vous offrir mes actions en vous disant je vous vends mes actions 50 000 $. Vous avez 2 options. Soit d'acheter mes actions 50 000 $
ou sinon de me vendre vos actions 50 000 $. Je répète, la clause shotgun permet au premier qui tire de déterminer le prix. Je dis, dans ce cas-ci, à l'inverse, je veux acheter vos actions. Je veux acheter vos actions 50 000 $. Je vous lance cette offre-là. Vous qui recevez le prix, vous ne pouvez pas bouger le prix. C'est là que vous pouvez décider d'acheter mes actions. Si vous ne voulez pas acheter mes actions, vous êtes obligé de vendre vos actions pour le même prix. Donc, le premier qui tire décide du prix. Celui qui reçoit l'offre décide s'il achète les actions ou s'il vend ses actions. Je crois qu'une clause comme ça devrait être dans toutes les conventions entre actionnaires. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais c'est un peu dur, c'est un peu tough, c'est un peu extrême. » Je crois que c'est le meilleur mécanisme pour faire en sorte qu'on cesse l'impasse et la chicane dans une société. Il y en a un qui part avec de l'argent, l'autre part soit majoritaire ou avec plus d'actions, et on vient de mettre fin à la chicane pour la pérennité de la société. Je crois énormément. Ensuite, on a la clause piggyback. La clause piggyback, prenons pour acquis que moi, j'ai 90% et que vous avez 10% et que je reçois une offre d'une tierce partie qui va acheter 100% de la compagnie. Cette clause-là me permettrait de vendre mes actions et de vous entraîner dans la vente. Donc, vous n'auriez pas un mot à dire. En étant majoritaire, mais en n'ayant pas la totalité des actions, il pourrait être difficile pour moi de vendre 90% des actions à quelqu'un. Souvent, quand on fait une acquisition, on va acheter 100% des actions. Donc, cette clause-là me permettrait de vous entraîner, de vous amener dans la vente. Et aussi, cette clause-là pourrait aussi vous m'obliger à vous entraîner dans la vente aussi. Ensuite, nous avons les clauses d'évaluation. Donc, à chaque année, nous allons établir la valeur de la compagnie. Donc, tout dépendant de la convention, il peut y avoir plusieurs valeurs et mécanismes pour établir la valeur de la société. Ça peut être la valeur marchande, ça peut être la valeur comptable et ça peut être d'autres ratios. Toutefois, ce qui est important de comprendre, il est important à chaque année, lors de la remise des états financiers, que les actionnaires se rencontrent et les administrateurs et qu'on fixe par écrit la valeur de la société et que chacun soit d'accord. Parce qu'au moment qu'il y a une séparation, qu'il y a un décès, qu'il y a une invalidité, qu'il y a un rachat d'actions et qu'on doit payer la valeur au livre ou la valeur dans la convention entre actionnaires, on aura déjà quelques mois avant fixé une valeur. Donc, on n'aura pas à se débattre sur la valeur. On aura déjà fixé une valeur à chaque année. Et notre mécanisme va être clair pour pouvoir faire le rachat et la valeur. Ensuite, tout dépendant des montants en jeu et tout dépendant des dispositions, on peut racheter les actions avec différentes modalités de paiement. Ça pourrait être sur 1 an, ça pourrait être 2 ans, ça pourrait être sur 3 ans. Donc, on va mettre ces clauses-là dans les cas de rachat, que ça soit invalidité, décès et autres. Ensuite, nous avons la clause de libération des endossements qui, selon moi, est extrêmement importante. Nous sommes 2 actionnaires, nous avons mis nos maisons en garantie, chacun pour 100 000 $ et 20 ans plus tard, je décide de prendre ma retraite. Vous êtes plus jeune, je suis plus vieux, je vous vends mes actions. Et là, à un moment donné, je vous vends mes actions, je démissionne, je ne suis plus administrateur, je ne suis plus employé, je ne suis plus actionnaire. Youps, ma maison est toujours en garantie. Oups, c'est dangereux. Donc, ce qu'on veut, c'est s'assurer que lorsque quelqu'un vendra ses actions, qu'on puisse aller voir l'institution financière, qu'on puisse libérer la garantie, que la banque vous donne une libération afin que vous puissiez quitter libre de garantie personnelle. Si la banque ne veut pas, elle vous dira quelles sont les conditions qu'on va tenter de remplir. Et si on n'est pas capable de remplir les conditions et la banque ne veut pas, la convention va dire que l'actionnaire restant dans la compagnie devra indemniser l'actionnaire qui a vendu si la banque ou toute autre personne qui a pris des garanties sur l'actionnaire qui a quitté demandait à l'actionnaire de payer. Donc, si moi, je suis à la retraite
et du jour au lendemain, la compagnie va mal et la banque venait à me saisir 20 000 $ ou 30 000 $ ou peu importe, l'actionnaire qui est toujours actionnaire dans la convention s'est engagé à m'indemniser et devra, si je viens à payer la banque 30 000 $, il devra venir m'indemniser. C'est pas extraordinaire, mais c'est mieux que rien. La meilleure des choses, ça serait qu'on vend nos actions conditionnellement au retrait de nos engagements personnels pour être capable de quitter la compagnie, prendre notre retraite en paix. Ensuite, il y a la clause de non-concurrence, d'exclusivité. Il est extrêmement important de comprendre qu'une compagnie, c'est un projet commun dans lequel, une fois les actionnaires sont là, sont souvent des actionnaires, administrateurs et employés extrêmement impliqués. Donc, à ce moment-là, on devrait se consacrer à 100% à la compagnie. On ne devrait pas porter préjudice en faisant de la concurrence déloyale, soit en offrant nos services nous-mêmes on the side, comme on dit, ou en facturant nous-mêmes on the side. On ne devrait jamais faire ça. C'est déloyal. Et on ne devrait jamais non plus travailler chez un concurrent. Et le moment que vous quittez la société, que vous vendez vos parts, il y a une clause qui dit que durant, exemple, 1 an, 2 ans, ça peut aller jusqu'à 5 ans, tout dépendant de votre champ d'activité, vous ne pourrez pas pratiquer dans telle activité ou exploiter tel type d'entreprise. Donc, votre entreprise, on appelle l'objet, pour une durée. Donc, 1 an, 2 ans, 5 ans, sur un territoire. Longueuil, Montréal, la province. Il faut que les 3 critères, objet, durée, territoire, soient clairs et précis et quand même restrictifs dans l'ensemble de la situation. Donc, si notre entreprise exploite sur le marché de Longueuil, Boucherville, Brossard, et on devrait mettre une clause de non-concurrence, Brossard, Boucherville, Longueuil, mettons 1 an, 1 an et demi, 2 ans, pour tel type d'activité. On ne pourra pas dire, bien, Montréal, Laval, la Montérégie, la Naudière et Laurentides, c'est abusif. Ces clauses-là ne doivent pas être abusives, elles doivent être restrictives, elles sont interprétées par les tribunaux de façon restrictive et elles ne doivent pas empêcher quelqu'un de façon abusive de travailler. Elle a le droit d'empêcher, mais selon les critères de la jurisprudence. Donc, objet, durée, territoire, de manière restrictive et de manière raisonnable.